Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui d'expérience produit et de gestion de l'expérience produit. Donc ça peut paraître un petit peu abstrait au départ et surtout très orienté B2C. C'est vrai quand on parle d'expérience produit, on va penser à l'expérience d'achat que je peux avoir lorsque je vais chez Petit Bateau pour acheter des vêtements pour mes enfants, lorsque je vais acheter un carré Hermès par exemple, ou lorsque j'achète du Coca-Cola, ou je vais chez McDonald's. Finalement, c'est pas forcément tant la qualité du produit, mais l'expérience que je souhaite vivre en achetant et en consommant ce produit-là. Alors quand on parle de B2B, c'est pas forcément évident. Si j'achète des vis, du sable par tonne, ou des canalisations, des tuyaux pour des canalisations, c'est pas forcément évident de pouvoir vivre une expérience, vibrer suite à des émotions, et pourtant c'est des choses qu'on va pouvoir quand même réussir à produire dans le domaine B2B, et je vais essayer de vous en parler. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, 3 petites étapes, rappeler quels sont certains enjeux du commerce B2B, pas uniquement dans le domaine du digital, parce qu'effectivement on a parlé de l'e-commerce énormément, et je vais parfois vous montrer qu'en ce qui nous concerne, ça peut aller au-delà de l'e-commerce, et vous montrer en quoi l'information produit dans le B2B est vraiment la clé, la pierre angulaire du succès commercial de ces entreprises, et terminer sur la façon dont nous répondons à ces enjeux. Donc ça c'est moi, si vous ne connaissez pas encore, donc responsable commercial France et Italie chez Akeneo. Pour ma part, j'ai travaillé pendant les 15 dernières années, soit en édition, soit en interne, soit en conseil dans le domaine industriel, ou assez proche, on va dire. Alors quand on commence à parler B2B, et là, je sais qu'il y a un copyright par rapport au titre qui est là, je pense à mon ami Émeric Noyau, on parle de catalogue papier. Historiquement, lorsqu'on veut vendre dans le domaine industriel, on a besoin finalement du produit le plus beau qu'on puisse présenter, un très beau catalogue papier, les meilleures images, la qualité, finalement c'est cette bible que nos clients vont garder. Ça ne disparaît pas. Aujourd'hui, les catalogues, que ce soit des catalogues annuels, que ce soit des catalogues beaucoup plus adaptés en fonction du secteur d'activité qu'on adresse, en fonction des promotions, en fonction également bien sûr de la langue qu'on souhaite adresser, on a besoin de ces catalogues papier. Et qu'on le veuille ou non, ils ne disparaissent pas. Si je vous dis que le secteur B2B, qu'on parle de fabricants ou qu'on parle de distributeurs, est en pleine transformation digitale, mutation digitale, je pense que je ne vous apprends pas forcément grand-chose. Quand on creuse un petit peu cet élément-là, on se rend compte que finalement, la plupart des acheteurs dans le secteur B2B ont aujourd'hui moins de 40 ou 45 ans et finalement recherchent en termes d'expérience d'achat ce qu'ils connaissent lorsqu'ils vont acheter un drone pour leur gamin ou un ballon de foot. Donc on n'est pas... Le fait d'être B2B n'est pas une excuse pour ne pas proposer une belle expérience d'achat. Et cette expérience, elle passe également par le produit. En passant par le digital, on se rend compte qu'on va pouvoir proposer beaucoup plus que ce qu'on proposait auparavant. On pense aux solutions interactives, au BIM. On peut penser BIM, donc Building Information Material, pour Modelization, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la construction. La réalité augmentée, la configuration de produits. Donc finalement, en s'appuyant sur le digital, on se rend compte qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le fait de convaincre nos prospects et nos clients, et on va aller beaucoup plus loin, tout simplement, dans le taux de conversion derrière. De la même façon, on parlait du catalogue papier. De plus en plus, les vendeurs, les personnes qui sont censées commercialiser les produits dans le domaine B2B vont utiliser des supports digitaux. Une tablette pour les vendeurs, des applications mobiles, et puis des applications mobiles qui sont proposées directement aux prospects de telle manière à ce qu'ils puissent parcourir les catalogues. L'omnicanalité, c'est un point extrêmement important dans le domaine du B2B. On trouve très peu finalement de pure players qui n'utilisent qu'un seul canal pour vendre. Une entreprise qui n'utilise que le papier, ou que le web, ou que le canal distributeur, reste quand même assez rare. Donc finalement, il va falloir être bon sur tous ces canaux. Et l'expérience produit qu'on va proposer, elle devra être cohérente en fonction de ces canaux-là. Le print, on en a parlé déjà. Être capable d'envoyer de l'information de qualité vers les distributeurs, avec toutes les contraintes que cela implique, et également de transmettre en interne auprès des comptoirs, des entrepôts, des informations cohérentes et de qualité, c'est un autre des enjeux. Quand on parle de digital, on parle de web, on ne parle pas forcément d'e-commerce. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre
d'entreprises aujourd'hui qui font du commerce grâce au digital, mais qui n'ont pas forcément l'acte d'achat en ligne. On va mesurer des taux de conversion, c'est-à-dire que ça peut être une approche, une accroche pour que le client achète mes produits au travers de distributeurs. Donc il y a aussi une information de qualité à produire en ligne, même si l'acte d'achat ne se fait pas directement par ce biais. Les marketplaces, c'est un sujet qui est très très important. Laurent blaguait tout à l'heure en disant que tout passait par Amazon aux États-Unis. En Europe, on sait que la situation est un petit peu différente, mais les marketplaces ne sont pas à minimiser. Que ce soit les marketplaces classiques, Amazon, Alibaba ou autres, mais les marketplaces spécialisés. Je lisais dernièrement que, je crois que c'est Honeywell qui a développé sa propre marketplace, et il y a eu une transaction pour un moteur d'avion à 100 000 $ qui s'est faite. Donc ça vous donne un peu l'enjeu que représentent ces marketplaces, notamment des marketplaces spécialisés. Donc quand on parle de transformation digitale, la question que se posent pas mal d'entreprises, c'est est-ce que je dois vendre une partie de mon catalogue produit directement en ligne? Est-ce que je dois le vendre au travers de marketplace? Est-ce que je dois créer ma propre marketplace? Donc il y a vraiment une vraie réflexion par rapport à tout ça. L'e-commerce, Laurent l'a très bien présenté, je ne vais pas m'attarder dessus. Et bien sûr, le mobile, où finalement, si je suis aujourd'hui capable, moi à titre privé, d'utiliser une application mobile pour commander, pour rechercher de l'information, pour avancer dans de la configuration de produit, pourquoi ne pas le faire sur du B2B? On a pas mal on connaît pas mal de sociétés, je pense notamment à Manitou, qui avancent sur ces devices. La collaboration, un point qui est extrêmement important, ça va de soi, on va parler de collaboration en interne. Finalement, notamment quand on parle de distributeurs dans le secteur B2B, les acheteurs sont déjà un peu les premiers vendeurs, c'est-à-dire qu'ils vont préparer, grâce à leur stratégie d'achat, d'acquisition, de préparation du catalogue, ils vont préparer la vente. Et donc on imagine bien que la collaboration avec le reste des équipes, chefs de produit, marketing et bien sûr sales, les vendeurs, doit être extrêmement importante. Et ça, c'est... voilà, on peut plus se permettre aujourd'hui en interne de travailler en silo. Et l'autre, je dirais, enjeu de collaboration qui existe chez ces acteurs-là, ça va être la collaboration entre entreprises. Une difficulté que certains d'entre vous connaissent, ça va être de devoir adresser 50 fichiers pour 50 distributeurs différents ou 50 retailers différents, là où des formats existent. On parle de Fab10, on parle de BMI4, d'Edoni, de Datanorm ou autres. Ce sont des points qui facilitent finalement la collaboration entre entreprises. Et puis pour terminer, l'image de marque. Une question que j'aime poser moi à mes clients, à mes prospects, c'est comment vous vous différenciez de la concurrence, alors qu'on est sur des produits qui paraissent relativement basiques. Et finalement, on ne va pas parler de prix, on va parler de produits, de largeur de gamme, enfin de profondeur de gamme, du fait que ce soit écolo, que ce soit fabriqué en France. Et finalement, les gens parlent uniquement de produits. Et donc, l'image de marque, elle est clairement portée par le produit. Et il faut qu'on s'en rende compte. C'est pas parce que mes vendeurs dans les comptoirs sont excellents que ça se saura quand j'arriverai sur mon site internet. Donc il faudra que cette image soit présente également au travers de tous les supports par lesquels je souhaite commercialiser. Enfin, dernier enjeu, on a parlé processus, on a parlé aspect métier, et il va falloir que ça se traduise également au travers du SI qu'on met en place et d'une gouvernance de données. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs processus du monde, si derrière les outils ne savent pas discuter correctement entre eux, ne savent pas structurer, standardiser la donnée, on ne vendra pas, on ne sera pas aux objectifs qu'on s'était fixés. Et donc, comme vous le voyez, j'ai pas mal parlé d'information produit, on va voir un peu comment, quel est l'impact justement d'une bonne gestion de produit pour les ventes. On l'identifie assez bien lorsqu'il s'agit d'augmenter la productivité. Je mets en place une solution qui permet de centraliser, de structurer l'information produit, puisque je gagnerai du temps sur la production des catalogues. Ça ne va pas être l'enjeu de ma discussion aujourd'hui, je voudrais parler plutôt sur ce qui se passe en aval. Sur le fait qu'à partir du moment où j'ai une information qui est bien structurée, je vendrai mieux. Et tous nos clients ont pu s'en rendre compte. Vous voyez des résultats de deux études, une des Forrester, dans les deux sont de Forrester. Et quand on se rend compte sur ce qui motive aujourd'hui une décision d'achat, ou pourquoi j'utilise un support spécifique pour acheter, on se rend compte que tout tourne autour du produit. Le prix, c'est une chose, mais derrière, si je choisis d'acheter, c'est parce que j'apprécie l'expérience d'achat, parce que j'ai confiance, parce que j'ai une profondeur de gamme, donc je peux rechercher les produits facilement. Pourquoi j'utilise le support digital pour rechercher de l'information sur un produit, pour commander, pardon, c'est parce que je considère que c'est une source fiable.
et détaillée. Dommage que ça soit la seule, en fait. Et ce que nous disons, en fait, chez Akeneo, c'est que l'expérience client doit se construire en se basant sur une bonne expérience produit. Quelque chose qu'il faut vraiment bien se mettre en tête. Quelques résultats aussi deux études, là, pour le coup, une de Atty Kearney et de Forrester, sur le fait qu'actuellement, 30% des informations produites en ligne dans le domaine B2B sont erronées. Vous savez ce que ça impacte, que ce soit des retours, des pénalités, une insatisfaction client, une charge excessive au niveau du service après-vente. 30% des informations produites sont concernées, c'est énorme. Et de la même manière, le fait d'avoir une information produit de qualité augmente les ventes de 6 à 36% selon les catégories de produits. Effectivement, si je vends des vis, peut-être que le fait de ne pas avoir énormément de détails n'aura pas d'impact. En revanche, lorsque je vais être sur des chariots élévateurs ou des produits beaucoup plus complexes, c'est autre chose. En fait, il faut aussi se reprojeter dans le catalogue papier. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un catalogue papier avec des informations un peu en français, un peu en anglais, certains endroits où il manque des images, ou avec de l'information incorrecte? On sait très bien qu'on n'aura aucune confiance dans ce support-là si finalement la qualité n'est pas là. C'est la même chose en ligne, et ça, il faut vraiment le piloter avec les outils adéquats. Quand on parle d'information produit de qualité, on parle d'information produit qui soit précise, qui soit compréhensible, ça veut dire que si jamais moi je vends des tonnes de sable et que ma tonne de sable coûte 20% plus que le concurrent, je vais peut-être très bien l'expliquer pour le maçon, il le comprendra très bien, mais il va falloir aussi que je sache l'expliquer pour le directeur financier. Donc l'information, il va peut-être falloir l'adapter et être capable de moduler le discours en fonction de la personne à laquelle on s'adresse. Bien sûr, il faut qu'elle soit fiable, ça va de soi, et qu'elle soit contextualisée. Contextualisée, c'est évident en fonction de la langue. Je traduis à minima mon information produit, mais je vais la contextualiser en fonction du support qui va digérer cette information. Je peux avoir un descriptif produit qui va faire une 50aine de lignes pour un site e-commerce ou un site web, et par contre quelque chose de beaucoup plus réduit pour un catalogue papier. Même chose si demain on m'impose de produire une information qui soit comestible par un assistant vocal, eh bien il va falloir que je reformate cette information produit. Alors pour ceux qui aiment Orwell, je crois que c'est dans la ferme des animaux où on dit tous les animaux naissent égaux, mais certains plus égaux que d'autres. C'est un peu la même chose pour les produits. C'est-à-dire que quand on parle d'information produit, notamment dans le domaine B2B, c'est assez difficile de faire des généralités. Vendre un marteau, 22 €, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 50 pages de descriptif pour pouvoir réussir à le vendre correctement. Il y a un strict minimum. En revanche, lorsqu'on doit vendre un chariot élévateur ou un bulldozer dans ce cas-là, forcément la vente elle se fera à partir du moment où l'information sera extrêmement complète et détaillée. C'est pas l'objet forcément du talk que je fais actuellement, mais on verra qu'on aura une différence aussi entre l'approche distributeur et l'approche fabricant. Le fabricant travaillera probablement sur des produits à plus forte valeur ajoutée, et aura besoin d'enrichir énormément son information produit de telle manière à la commercialiser. Pour un distributeur, on travaillera probablement un peu plus sur la profondeur de gamme, et c'est peut-être cette capacité à avoir une gamme extrêmement profonde, à pouvoir adapter des assortiments en fonction du secteur d'activité des propres clients, qui fait que les ventes se feront et que la confiance s'installera. Comment Akeneo s'inscrit dans tout ça? Nous, notre but, c'est justement de pouvoir accompagner les entreprises avec lesquelles nous travaillons via nos solutions vers ce qu'on appelle le PXL. Concrètement, centraliser l'information, c'est le b.a.-ba. Je centralise toute l'information produit, même si elle est de mauvaise qualité. Ça ne justifie pas entre nous l'investissement d'un PIB si on veut simplement rester là. Ce qui devient intéressant, et là vous allez trouver de la valeur ajoutée, c'est en enrichissant cette information, en transformant une information qui est technique vers une information qui devient commercialisable, un produit technique vers un produit qui devient commercialisable. En rajoutant de la collaboration par-dessus, faire en sorte que sur des produits réglementaires, le marketing puisse avoir l'aval d'un service réglementaire ou légal avant que l'information sorte de ma société. Et ensuite, on va avancer vers ce qu'on appelle le Product Experience Management, où on va essayer de créer une expérience autour de l'information que je crée. Ça va passer par
du marketing industriel, le fait d'avoir un discours soit sur un produit, soit sur un assortiment qui différera en fonction des secteurs d'activité auxquels je m'adresse. Même si je propose des gants au sein d'un assortiment, peut-être que je n'aurai pas le même discours pour les proposer dans un catalogue pour la plomberie ou dans un catalogue pour l'électricité, pour un électricien. Et puis derrière, stratégie unicanal, j'en parlais tout à l'heure, j'adapte mon discours, la façon de raconter le produit en fonction des canaux de destination. Si on rentre un petit peu plus dans ce que nous faisons, côté Akeneo, alors le slide est un peu étrange, je récupère de la donnée crue, très bien, qui provient des fournisseurs de DAN, de marketing, des fichiers Excel, du PLM, de l'ERP. Je récupère cette donnée crue, je la collecte. Ensuite, je la standardise, c'est-à-dire faire en sorte que, pour le dire de manière assez crûment, on évite au maximum des zones de texte et on rentre vers quelque chose qui puisse être exploitable par la suite, notamment sur les supports digitaux, web ou mobiles. Je vais enrichir cette donnée. Donc au sein des solutions Akeneo, on va transformer, comme je le disais tout à l'heure, un produit, une fiche produit relativement technique vers quelque chose qui suscitera l'acte d'achat. Je la contextualise, l'étape d'après, je l'adapte en fonction des canaux et je la distribue vers les différents canaux, que ce soit le print, les points de vente, extrêmement important, l'e-commerce, les marketplaces, j'en parlais, et également ce que j'appelle canaux du futur. On ne sait pas aujourd'hui comment se feront les ventes. Est-ce que via l'Internet des objets, certaines ventes se feront de manière automatique? Et il va falloir que je traduise mon information de produit en fonction de ça. C'est une question à vous poser dès à présent. Et ne pas devoir remettre en cause tout votre système d'information dans 3 ans, lorsque le roi Merlin, Monsieur Bricolage ou une grosse structure de ce type-là vous l'imposera. En ce qui concerne les solutions Akeneo pour répondre justement à ces enjeux-là, elles tournent autour de la colonne vertébrale qui est le PIM. Le PIM, si vous ne savez pas ce que c'est, on peut creuser ces aspects-là ensemble par la suite, qui permet de collecter, centraliser, diffuser l'information produit. Product Information Management. On propose également un module qui s'appelle l'onboarder, dont le but est de pouvoir faciliter la collecte de l'information des fournisseurs. Faire en sorte que ces échanges soient beaucoup moins douloureux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Faire en sorte que moi, je puisse imposer aussi un certain canevas d'informations produits à mes fournisseurs, que ça arrive dans un sas de validation et que derrière je puisse les intégrer à mon catalogue. Et enfin, le futur est, on va dire déjà maintenant, puisqu'on le commercialise déjà aux États-Unis, Franklin, qui est un module de machine learning qui permet finalement de créer automatiquement le catalogue. On a parlé du contenant avec le PIM, l'onboarder. L'idéal, c'est justement de pouvoir travailler sur l'enrichissement automatique du contenu, faire en sorte de pouvoir intégrer de manière quasiment automatique l'information publique relative aux produits de mon catalogue. Et on pourra en reparler également par la suite si jamais certains sont intéressés par en savoir plus. En ce qui concerne l'aspect B2B, donc les principales je dirais, fonctionnalités en quelque sorte que nous avons côté Akeneo, ça va être la possibilité de gérer des catalogues. Gérer des catalogues, gérer des assortiments en fonction du support, en fonction de la destination. Gérer bien sûr des médias, diffuser de manière omnicanale, proposer de la localisation de la donnée et de la traduction. Localisation, parce que peut-être que mon catalogue et la façon dont je le décris ne seront pas la même pour la France et pour la Suisse romande, même si c'est en français, et la traduction évidemment en fonction des différentes langues. Gouvernance de données, m'assurer que la donnée est complète, qu'elle est propre avant de la diffuser. Je vais pouvoir travailler sur de la collaboration tout à l'heure. C'est la collaboration qui fait que derrière, mon information est complète, qu'elle est vérifiée et qu'elle pourra être diffusée clairement. Le Product Data Intelligence, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Franklin, qui est la capacité finalement à Akeneo de pouvoir récupérer de l'information produit directement depuis ce qui existe en ligne et la confronter avec ce que j'ai dans mon propre catalogue. Je suis capable de dire, est-ce que mon catalogue est bien construit en fonction de ce qui se fait de mieux sur le marché. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, la capacité à gérer les liens et les données des produits provenant des fournisseurs. Pour terminer, Akeneo, donc une société qui existe depuis 2013, 6 ans. Donc nous sommes basés à Nantes, où se trouve le quartier, on va dire le quartier général, les équipes d'R&D également. On a des bureaux en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, et des représentations commerciales également en Italie, en Hollande, en Pologne. Je dois en oublier quelques-unes.
On est aujourd'hui 160 personnes, solution développée intégralement en France. Point important, c'est que nous sommes uniquement éditeurs de la solution. On s'appuie sur un réseau d'intégrateurs, parmi lesquels on a tout en haut de la liste D&D, par la qualité de la relation, mais aussi par rapport à la qualité des intervenants sur le projet. Et puis une dernière chose à savoir, c'est que la solution Akeneo existe sous deux éditions, enfin deux principales éditions. Une version communautaire, gratuite, qui permet finalement de tester la solution ou de la mettre en œuvre sur un périmètre relativement restreint. Et lorsqu'on veut aller un peu plus loin, bénéficier de fonctionnalités de collaboration ou autres, on propose également une version entreprise qui est utilisée par à peu près 300 clients aujourd'hui à travers le monde. Voilà pour moi. J'espère que j'étais clair.